Bon. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce troisième Tech Talk sur lequel on va parler de l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. Désolé du souci du son parce qu'on était en train de parler juste avec nos visages mais sans la voix. Et là je vais me présenter, je m'appelle Ayoub, un ancien étudiant de l'EPITA pour ceux qui ne me connaissent pas et de la majeure ICGL. J'ai avec moi deux invités qui sont experts de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. Notre bientôt experte, qui est encore étudiante, Joséphine, je te laisse te présenter à nos chers. Eh bien, bonjour. Alors voilà, je m'appelle Joséphine Bernard. Je suis une future experte, bien sûr. On le croit tous. Voilà, donc moi, en fait, pardon, excusez-moi. Du coup, je commence à stresser. En fait, je suis de la promo donc 2024. Je suis en SCIA, donc c'est une majeure qui est spécialisée dans le big data et l'intelligence artificielle. Enfin, plus spécifiquement du machine learning. Et voilà, donc j'avais jamais fait d'informatique avant de venir à EPITA. Ça fait du coup maintenant 3 ans que je code. Et je suis extrêmement heureuse d'être ici avec vous et de m'essayer un TED Talk. Ça fait plaisir de ne plus avoir un stylo et plutôt un clavier sur... Oui, parce que j'avoue que j'aime bien discuter en public. Alors voilà, c'est la première fois, mais j'espère première fois de nombreuses. Avec plaisir. On va passer à Nosing maintenant. Je vais se présenter. Ouais, bien sûr. Merci Ayoub. Et puis bonsoir Joséphine. Donc je m'appelle Nosing Duck. Je suis moi diplômé de l'EPITA de 2005. Donc ça fait 18 ans que je suis sorti de l'EPITA. Actuellement, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle MC2I, cabinet de conseil en transformation numérique. Et je suis directeur en charge de l'innovation technologique, c'est-à-dire que j'accompagne des clients qui sont généralement des grands comptes sur leurs projets de système d'information et leurs projets numériques, particulièrement dans la data et l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir pour pouvoir discuter de cette thématique de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. Plaisir partagé, nous aussi. 18 ans, ça fait quand même beaucoup, non? Ça fait un âge de... C'est la majorité, hein. J'ai atteint la majorité professionnelle. Maintenant je peux... C'est vrai. je peux aller en boîte. Tu peux aller en boîte Complètement, oui. C'est pas mal, ça, j'ai jamais vu ça de cette perspective-là. Ok, tu peux aller en boîte avec la reconnaissance faciale voilà, ou sans c'est ça, la reconnaissance faciale? Alors, à l'entrée, il y a un truc qui... Il y a un vigile avec une caméra et de la reconnaissance faciale. C'est ça, ok. Pas mal ça, non? Oui, tout à fait. Après, moi, je peux même pas envisager d'y aller parce que je ne suis même pas diplômée encore. Donc, j'ai encore 18 ans et demi à attendre. Ça va être long, hein. Ah, ça va être très très long. Toi, t'es encore en construction dans le ventre? Ah oui, mais surtout qu'en plus, là, comme moi, j'ai 22 ans, ça veut dire que c'est à peu près autant de temps que j'existe sur cette terre. C'est extrêmement bizarre. Quand tu dormais encore, lui, il était en train d'apprendre des trucs et mettre en place des choses. C'est exactement ça, voilà. Exactement. Ça va venir. Tout à fait. Du coup, on peut commencer avec la première partie de ce live, qui est la reconnaissance faciale. Mais qu'est-ce que la reconnaissance faciale et quels sont ses enjeux? Joséphine, tu veux que je te laisse la parole d'abord? Tout à fait. Alors en fait, la reconnaissance faciale, c'est le fait de pouvoir reconnaître en fait des caractéristiques d'un visage, notamment par exemple la distance entre par exemple tes deux yeux ou alors la forme de ton nez ou des choses comme ça. Et donc en fait, c'est une technologie qui est maintenant présente depuis un bout de temps. Je pense que Nosing, t'as dû en voir de toutes les couleurs. 18 ans, depuis qu'il a commencé. Tu rigoles, mais quand même, tu vois qu'il y avait quand même des discussions à propos de l'intelligence, de l'intelligence artificielle pour du coup la reconnaissance faciale à partir de 2000, des années 2000. Donc tu te dis que c'est à peu près, c'est parfait parce que moi je suis née en 2001, donc ça a l'air d'être bon en termes de timing. Voilà. Donc excusez-moi, on s'éloigne, mais voilà, donc c'est l'historique. C'est l'historique de la reconnaissance faciale. Okay. C'est un sujet, par exemple, pour l'illustrer, qu'on a dans tous les smartphones, en fait. Pour ceux qui activent en fait la reconnaissance du visage pour déverrouiller le smartphone. On a ça dans tous les smartphones. En fait, c'est quelque chose qui est très utilisé au quotidien, en fait, notamment dans les téléphones des uns et des autres, en fait. Avant, c'était le coup de PIN, mais maintenant, on a évolué avec la reconnaissance faciale. J'aime pas trop comme moyen de reconnaissance, mais bon, voilà, ça existe dans tous les smartphones. C'est vrai, si t'es avec ta femme ou t'es avec ta copine, elle prend le téléphone alors que toi, tu dors. Hop, on va lire les messages. Il y a ça. C'est vrai. Il y a ça aussi, ouais. Yeah. C'est pour ça qu'il aime pas, je pense. Bon, non, c'est pas ça. Je rigole. Ok, là on parle de la reconnaissance faciale, donc on a les deux points de vue.
le point de vue d'une étudiante et le point de vue d'un expert avec plus de 18 ans dans le métier de la reconnaissance faciale. Ça fait 18 ans que tu es dedans ou tu as commencé avant avec Non, autre moi chose? j'ai pas commencé tout de suite dans l'intelligence artificielle en fait, hein. C'est devenu il y a à peu près 5 ans parce que le boom de l'intelligence artificielle, alors qu'il existe depuis longtemps, ça fait pas si longtemps que c'est utilisé massivement en fait par le grand public, hein. Ok. En fait, l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est venu il y a à peu près 5 ans parce que le nombre de données qui existent dans le monde, le nombre de données numériques a considérablement augmenté et puis surtout la puissance de calcul a augmenté. Ça a permis du coup de l'intelligence artificielle et de faciliter la reconnaissance faciale. Même dans les smartphones du coup, parce Voilà, que maintenant on la retrouve facilement dans les... Ouais. Alors qu'avant on avait juste un clavier sur lequel on peut taper des lettres. Exactement. Ouais, du coup on voit bien qu'il y a une évolution qui est exponentielle maintenant dans tout ce qui est intelligence artificielle. Ouais. Tous les domaines. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la reconnaissance faciale, ça fait partie de ce qu'on appelle la reconnaissance biométrique, c'est-à-dire le fait d'utiliser tout un tas de critères humains pour reconnaître ou identifier une personne. Il y a par exemple la reconnaissance des empreintes digitales, par exemple, hein, qu'on connaît bien, qu'on a aussi sur les smartphones d'ailleurs, la reconnaissance par exemple de l'ADN, etc., etc. Voilà, ça fait partie d'une famille qu'on appelle la reconnaissance biométrique. La reconnaissance biométrique, exactement. Et en parlant de ça, je ne sais pas si vous savez, mais il y a en général, en fait, on utilise 80 critères en particulier pour en fait, faire de la reconnaissance faciale. Et donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous dessinez, parce que moi, je dessine beaucoup. Et en fait, c'est des critères en fait, qu'on se remarque, par exemple, sur les distances, qu'en fait, on remarque aussi quand on dessine, parce qu'effectivement, chaque être humain a des caractéristiques bien précises. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'en intelligence artificielle, en fait on récupère des données, en fait on va récupérer donc tes données, par exemple de ton visage par exemple, donc la distance entre tes deux yeux, et après en fait on va obtenir donc un résultat, et en fait ton image, elle va avoir une donnée qui va être associée, et après tu vas pouvoir en fait comparer en fait les données dans ta base de données. Ouais. Et du coup, est-ce que cette technologie aujourd'hui, elle est assez mature? Tout le monde peut commencer à l'utiliser? T'en penses quoi? Alors, la technologie est mature, c'est-à-dire que les technologies, les sociétés qui vendent... Pardon? Et là, elle peut rentrer en boîte aussi maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, la technologie est mature dans le sens où, par exemple, les sociétés qui vendent des technologies de reconnaissance faciale, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître des personnes à partir de photos, de vidéos, etc., avec des taux, on va dire, de reconnaissance proches quasiment de 99%. Ça fonctionne même dans des conditions un peu dégradées, vous voyez, quand vous avez une caméra de surveillance un peu dans la pénombre ou avec des images de pas très bonne qualité, on peut maintenant identifier facilement. C'est juste que en France, et particulièrement en Europe, c'est pas quelque chose qui est très autorisé en fait. Donc, par rapport à la RGPD, tout ce oui, par rapport à un certain nombre de réglementations. Donc la technologie, elle est mature, on peut l'utiliser, mais dans certains pays, et notamment en France, l'utilisation est très réglementée, tout simplement. Okay. Très réglementé, mais après c'est assez controversé parce que je sais pas si vous avez vu, mais Hugo Décrypte a fait un petit réel sur Instagram hier, et en fait qui parlait du fait que effectivement c'est réglementé en France, mais qu'apparemment la police l'utilise. Alors je sais pas ce que toi tu en penses, aussi. Oui, il y a une polémique là-dessus, mais bien sûr. Ouais, tout à fait récente. Apparemment, je dis apparemment, j'ai pas de preuves, mais la police l'aurait utilisé en fait depuis un petit moment. Et il y a une enquête en cours qui a été commandée par Darmanin, mais effectivement parce que la police l'utiliserait sans autorisation. Comme on voit dans les films, c'est que dans chaque film on voit que les autorités ils utilisent du coup ce qu'ils doivent pas utiliser, mais du coup c'est pour le bien du pays. C'est ce qu'on dit tout le temps. Effectivement. Ah oui. C'est très utilisé aux États-Unis par exemple. Mais effectivement en France c'est très réglementé. Et en Chine. Aussi. Pas mal. Donc ça fait pas mal de pays qui commencent à l'utiliser déjà, ce qui permet de dire que la technologie elle est assez mature et qu'elle peut rentrer en boîte maintenant avec sa carte d'identité. Voilà, c'est ça. Mais en parlant de ça, je me pose la question, parce que effectivement, quand on dit que c'est utilisé, on le voit bien, genre avec les téléphones portables, quand on se connecte. Moi-même, j'ai un père, il a un iPhone, et quand il se connecte, il le fait avec son visage, alors que pourtant on est en France. Et puis en plus, par exemple, moi j'avoue que c'est un peu de mon âge, mais les applications de rencontres, quand on y va dessus, on a aussi de la reconnaissance faciale, parce que en fait, quand on va vérifier en fait ton identité, vérifier que tu corresponds bien à tes photos. Et je sais pas si vous avez l'habitude du coup, mais donc dans ce cas-là, c'est de la reconnaissance faciale, on est d'accord? Ouais. Alors il y a quand même une petite différence, c'est-à-dire qu'utiliser la reconnaissance faciale avec les smartphones et l'utilisation de la reconnaissance faciale avec des caméras de surveillance, c'est deux choses totalement différentes.
la reconnaissance faciale dans les smartphones, en fait, ça reste dans le smartphone. Et donc ça, c'est autorisé parce que ça ne sort pas du smartphone. Personne d'autre peut utiliser votre visage pour d'autres applications. Alors que sur les caméras de surveillance, c'est un réseau de caméras. C'est utilisé par des personnes qui sont extérieures pour des cas d'usage et des cas d'application dont on n'est pas sûr, en fait. Ça peut être pour la surveillance, ça peut être pour la sécurité. C'est là la différence qui fait que dans un cas, c'est autorisé et dans l'autre cas, c'est réglementé. C'est-à-dire là, sur le téléphone, quand je sors et je l'ouvre, directement, la donnée reste sur mon téléphone. Voilà, et c'est à toi et personne d'autre peut l'exploiter, en fait. C'est ça. Sauf si je choisis, bien sûr, de dire que je peux vendre mes données si vous ça, avez... c'est autre chose. Ouais, ça, c'est autre Tant que ça reste local, c'est autorisé. Par contre, quand ça commence à être utilisé en réseau, là, effectivement, c'est un cas très réglementé. Et c'est exactement comme, je pense que du coup, tu dois être au courant, Nothing, c'est par rapport donc, à la polémique qu'il y a eu par rapport à Clearview, je crois, qui effectivement disait que eux, en fait, ils ont fait du scrapping. Donc le scrapping, c'est le fait de récupérer des données sur des sites de manière non autorisée. Donc en fait, ils n'ont pas eu l'autorisation des utilisateurs. Et en fait, du coup, ils vont utiliser toutes ces données pour les mettre, enfin, donc, des images qu'ils ont récupérées de personnes pour les mettre dans leur base de données. Et en fait, qui eux, donc, ont été, enfin, ils ont... Donc la Commission européenne a essayé de sanctionner cette entreprise, mais ils n'ont pas du tout réussi, puisqu'en fait, elle n'est pas sous juridiction européenne. Ouais. Okay. Je peux peut-être apporter des éléments de complément. Alors, Clearview AI, qui est son nom, donc AI pour Artificial Intelligence, c'est un outil qui a été développé aux États-Unis, qui est très controversé parce que c'est un outil de surveillance, en fait. C'est un outil de surveillance massive, c'est-à-dire que vous pouvez donner le visage de quelqu'un et grâce à cet outil qui est déployé dans les caméras de surveillance aux États-Unis, repérer et savoir localiser les personnes grâce à, on va dire, une photo ou une vidéo. Aux États-Unis, c'est autorisé comme cas d'application, mais ça ne l'est pas en France et en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une controverse? Tout simplement pour fonctionner, ce genre de logiciel a besoin d'apprendre. Et pour apprendre, on a besoin de l'alimenter avec beaucoup de photos et de vidéos. Et ce qu'a fait Clearview, c'est qu'ils sont allés sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, et ils ont scrappé, donc ils ont aspiré l'ensemble des données pour alimenter leur outil. Et ça, le fait d'aspirer des données personnelles, donc des visages, c'est interdit en Europe. C'est interdit par la réglementation qui s'appelle le RGPD. Et comme ils sont sur juridiction américaine, ils estiment qu'ils ont le droit de le faire, alors que l'Europe estime que comme ils le font sur vous et moi qui sommes européens, ils n'ont pas le droit. Du coup, ils ont eu une sanction financière très importante. Et là, ils ont fait appel pour pas payer. Oui, et c'est aussi pour ça, du coup, en fait, que je parlais de ça, parce qu'effectivement, du coup, je disais qu'il faut faire attention à ce qu'on met, parce que ils parlaient du fait qu'ils avaient fait du scrapping, donc sur les données qui sont publiques, donc toutes les informations que tu mets, par exemple, sur Instagram, et que si ton compte est public, et ben effectivement, tu as des risques que tes données vont être utilisées. Donc, il faut faire attention sur ça, effectivement. Ça dépend comme il vient de dire, je pense que ça dépend du contexte dans lequel ils vont être utilisés. Bien sûr. C'est pas juste ils vont être utilisés parce que tu peux les prendre, quelqu'un peut les imprimer et les avoir chez lui. Enfin, tu vas jamais le savoir. Mais comme c'est utilisé pour un autre but derrière, j'imagine qui est commercial, où ils vont gagner de l'argent dessus, c'est ce qui fait qu'ils ont eu quand même une plainte derrière et quelqu'un les a poursuivis en justice. Savoir que Clearview c'est utilisé pour de la surveillance. Donc, oui, tout à fait. On peut donner deux exemples très positifs. Surveiller quelqu'un qui, par exemple, est un terroriste et vous voulez le surveiller pour une sécurité nationale, voilà, ça s'entend. Mais dès lors que vous commencez à surveiller des gens pour d'autres, on va dire raisons, pour par exemple les opposants politiques, par exemple, là tout de suite, ça devient quelque chose d'un peu borderline entre guillemets. Tout à fait. Et justement, il y a eu donc une polémique par rapport à ça, parce que... Je connais pas mal de polémiques. Désolée. Elle est très polémique. Non, mais c'est parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu des manifestations aux États-Unis, et notamment pour en fait les droits pour la liberté d'expression et la liberté de rassemblement. Et en fait, justement, il y a eu un opposant qui, sur la base de l'intelligence artificielle, donc de la reconnaissance faciale, ils ont reconnu qu'il avait, je sais pas, je pense qu'il avait, je crois qu'il avait parlé trop fort il avait parlé avec un mégaphone en fait sur un policier, donc le policier avait eu mal aux oreilles ou je sais pas quoi, et donc après ils avaient pris ça comme en fait un attentat vis-à-vis d'un policier, et donc en fait il a failli être arrêté au domicile, sans mandat, sans rien. Et après, il y a eu donc, il a fait appel à des personnes pour justement arrêter en fait cette arrestation.
Et c'est devenu... Ils ont utilisé du coup la reconnaissance faciale pour savoir qui c'est. Pour savoir qui il était, où est-ce qu'il... Enfin, et du coup, après, récupérer toutes ces informations. Et en fait, il y a eu des vidéos sur comme quoi, en fait, effectivement, on pouvait voir sur le papier du policier que ça provenait de la reconnaissance faciale. Et c'est pour ça que c'était vraiment problématique. Ok. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la chaîne. Il y a une section commentaires et on va vous répondre sur le sujet. Déjà, quelle est la différence entre la reconnaissance faciale et l'identification faciale? Je pense que Nothing sera plus approprié. Oui, bah, je peux m'y coller à la première question. Alors, c'est quasiment la même chose. Hein. L'identification faciale, c'est un sous-ensemble de la reconnaissance faciale. L'identification faciale, c'est une fois que vous avez reconnu quelqu'un grâce à un logiciel, vous êtes capable de dire qui c'est, vous êtes capable de l'identifier. Voilà, par exemple, je peux, avec de la reconnaissance faciale, savoir que là c'est Ayoub, et du coup je fais une identification faciale. Et s'il y a des jumeaux? Alors, les logiciels sont tellement performants qu'ils arrivent à savoir en fait qui est qui. Ouais, parce qu'en fait, les jumeaux ont quasiment une apparence similaire, mais il y a toujours des points de différence en fait. Les parents arrivent à reconnaître des jumeaux et donc un logiciel de reconnaissance faciale, les meilleurs arrivent à faire la différence. Je me rappelle, j'avais vu la série Prison Break, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Et dans un moment, il y a un endroit de sécurité où il faut avoir la reconnaissance faciale. Et je sais pas si tu as vu cet épisode-là, il a mis ses mains comme ça, parce qu'il avait les traits de la personne. Oui, tout à fait. Ouais. Tu as vu cet épisode-là? Pour bluffer en fait le système. Exactement. Est-ce que c'est vrai ou Ouais, c'est un peu. Pas en mettant les mains comme ça, mais par contre, les smartphones par exemple, si tu prends ton smartphone, si tu mets une photo de toi, le smartphone va le déverrouiller en fait. Ah. Parce que en fait, les smartphones ne voient pas en 3D, en fait, donc ils voient en 2D, et si tu mets une photo, bon bah voilà. Par contre, les meilleurs logiciels, tu peux pas le tromper comme ça en fait. Donc finalement, biométrique niveau empreinte, c'est plus sécurisé que la photo, c'est ça? Non, je dirais pas ça. C'est juste que les empreintes sont un peu plus faciles à reconnaître parce que c'est toujours des lignes en fait, c'est des traits, donc c'est assez facile. Le visage, tu vois, comme l'a dit Joséphine, il faut reconnaître les yeux, le nez, la bouche, etc. Il y a le côté, les jumeaux sont pas faciles à repérer. C'est techniquement plus difficile quand même la reconnaissance faciale. Okay. Donc ça tombe bien avec la question. La deuxième question, quels sont les autres exemples de reconnaissance biométrique? Comme je viens d'évoquer, l'empreinte digitale. Ouais, alors tu as l'empreinte digitale qui est assez connue. Hein. On met son pouce sur le smartphone et on peut le déverrouiller grâce aux empreintes parce que les empreintes sont uniques par personne. Hein. On a tous des empreintes uniques. On a tous un visage à peu près unique. Tu as aussi l'ADN qui est évidemment très connu, très ça unique. Fait deux, évidemment. Visage. Alors tu as aussi une technologie qui est pas très connue qui est la reconnaissance veineuse, c'est-à-dire que veineuse, c'est-à-dire qu'avec ta main il y a un réseau de veines dans la main et avec une caméra infrarouge on peut voir le réseau de veines et il se trouve que le réseau de veines il est unique par personne aussi. Ah, je savais pas. Alors ça je savais pas, par contre je savais que par exemple tu peux reconnaître si des personnes sont malades parce que en fonction de avec des caméras infrarouges, juste parce qu'en fait ils ont pas la même température, etc. Donc ça par exemple, en fait ça m'étonne pas finalement. Alors, tu as aussi la reconnaissance de la voix. La voix, oui, ça fait. L'authentification par la voix, même si la voix est. Enfin, deux personnes peuvent avoir à peu près le même timbre de voix, donc c'est moins fiable. Mais c'est parfois aussi un critère qui est utilisé pour dire voilà, un tel Ayoub, c'est Ayoub parce que j'ai entendu sa voix et il n'y a que lui qui a cette voix. Quoi. En même à niveau des yeux aussi. Alors, l'iris, tu as raison, ouais, tout à fait. Ouais, l'iris sur la reconnaissance à travers l'iris, parce qu'on a tous apparemment. Une forme d'iris à l'intérieur de l'œil qui est tous unique et donc on est capable de dire bah voilà là c'est l'iris de Joséphine donc c'est bien elle quoi. Donc elle peut rentrer. Voilà, on voit ça dans les films. Elle a 18 ans, elle est majeure, elle peut rentrer en boîte. On revient toujours au début. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des projets dans SIA par rapport toujours on reste sur l'intelligence artificielle? Alors techniquement on n'a pas de projet qui est intitulé reconnaissance faciale. On n'a pas ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Moi, je suis encore en train d'apprendre, donc l'année n'est pas finie. Voilà, en fait, on fait beaucoup de reconnaissance en fait, d'objets, de classification d'images, de comprendre comment, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière, donc comment ça fonctionne un modèle, parce qu'effectivement, comme on parlait tout à l'heure, on a besoin donc de data. D'informations. Et ensuite, après, il faut qu'on fasse, en fait, qu'on processe donc cette data pour, donc par exemple, enlever toutes les données qui sont erronées. Et ensuite, après, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on utilise un modèle, on l'entraîne dessus, et après, on va obtenir donc des résultats qu'on va interpréter, analyser, etc. Et donc, nous, ce qu'on apprend, c'est comment ça fonctionne un modèle. Quels sont, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que c'est que des convolutions? Comment est-ce qu'on va faire pour, par exemple, utiliser des filtres
pour justement mettre en Reconnaître. avant, par exemple, dans une image, je sais pas, le vélo que tu as piqué à quelqu'un. Voilà, ça c'est ce que nous on apprend. Ok. Voilà. Vous apprenez à piquer des vélos avec... Non, regarde. Non, mais on apprend à reconnaître Qui a volé le vélo, voilà, qui qui a Ok. volé le vélo de quelqu'un. Après, c'est la base, hein, effectivement, ce que Voilà. vous apprenez, la reconnaissance des formes, etc. C'est la base en fait de la reconnaissance faciale. La reconnaissance C'est ça. faciale, c'est on reconnaît les yeux, le sourcil, le nez, la bouche, et à chaque fois, c'est des mini-programmes de reconnaissance des formes en fait. C'est ça. Et donc en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est que par exemple moi, du coup, dans le cadre en fait de cette TED Talk, en fait, je suis allée quand même regarder qu'est-ce que c'était, enfin, parce que j'avais pas fait de projet dessus. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces technologies, on les a vues. C'est juste qu'on les a vues enfin, on a vu qu'est-ce que c'était que le deep learning, on a vu qu'est-ce que c'était que le reinforcement learning, on a vu Pas mal de- de la technologie en fait. En fait, SCIA, ça vous entraîne à rentrer à la CIA, aux States, c'est ça? Non, Qu'est-ce pas que du c'est tout. Non, regarde. Alors ça veut dire Ça n'a- quoi, ça veut dire quoi SCIA d'ailleurs hein? Alors, SCIA, c'est une très bonne question. Sciences cognitives, non c'est pas ça Effectivement, sciences cognitives et intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Intelligence artificielle. C'est pareil comme les CIA aux States. Tu connais les CIA aux States? Non. T'as pas d'idée? Non. Tu connais? La CIA La CIA, Ah oui, bien sûr. bah oui, c'est connu. C'est FBI, c'est... Ah oui, c'est non mais. En fait, FBI, ça opère que aux States et la CIA, ça opère internationalement. Oui, Donc, c'est ça la CIA. Donc, oui. c'est ça. Mais je sais pas si c'est vraiment. Donc, si c'est ça a une blague vraiment un rapport. entre le SCIA et le CIA, donc ça faisait... Ouais, je suis d'accord. Mais la CIA utilise beaucoup la reconnaissance faciale. C'est pour ça aussi. Mm, mm. La blague, il y avait un petit lien. Ouais, j'ai trouvé. Excusez-moi, Ok. je n'ai pas d'humour. Voilà, j'essaye. T'inquiète, 18 ans, t'as encore le temps. J'ai le temps de 22 ans. maturer. Ouais, T'as le temps complètement. d'apprendre autre chose. Ou faut regarder Prison Break, parce que Prison Break, ils parlent de la CIA. J'ai pas regardé. On va te Je donner- fais à la amende fin- honorable. À la Voilà. fin du live, on va te donner quelques films et séries à regarder après. On passe au chapitre. Ah, il y a une autre question avant. Epita propose-t-elle une majeure spécialisée dans l'IA? Du coup, oui, SCIA, la majeure dans laquelle j'apprends. Tu es. Je suis, voilà. La spécialité C'était- qui... c'est quoi, c'est à la fin, non? C'est les 2 dernières années? On est en spécialité, c'est ça? Oui, alors du coup, en fait, à EPITA, donc, on peut rentrer soit en classe préparatoire, soit directement en 3e année, comme j'ai fait. Et on a une année dans laquelle, en fait, on va apprendre un peu de tout, à coder, etc. Et ensuite, après, on va rentrer dans une majeure. Donc, ma majeure à moi, c'est donc SCIA, c'est pendant les 2 dernières années. Enfin, techniquement, c'est un an, parce qu'on commence en février, on finit en février. Il y a des stages, c'est ça? Parce qu'on a des stages, effectivement. Et donc, effectivement, après, si on se pose la question de pourquoi, finalement, aller à EPITA pour apprendre l'intelligence artificielle, parce que Pourquoi? on a vu qu'il y a plein d'autres... parce que maintenant, ça se développe énormément. Après, moi, j'en ai discuté avec mes camarades qui m'ont dit qu'en fait, et on est tous d'accord, ce qui est très intéressant à EPITA, c'est qu'on a une formation très complète, et notamment, principalement sur en fait, les mathématiques, parce que effectivement, les maths, c'est très très important Dans l'IA? dans l'IA. On s'en rend pas compte, mais les modèles, tout repose sur des formules mathématiques. Et donc nous, en fait, on Tu est valides? Ouais, je valide, bien sûr. oui. Et en fait, on apprend à EPITA à comprendre les mathématiques derrière. Donc on a quand même une grosse partie de maths. Donc si vous voulez venir à EPITA, faites des maths avant. C'est une très très bonne idée parce que sinon on est largué. Dans tous les cas, c'est le cycle d'ingénieur, il y a des maths. Ils sont obligés de... Oui, mais pas autant. Là, il faut en avoir Encore fait. plus. Et puis en plus, comme on a des profs très très bons, je peux vous dire qu'on n'est pas tous, on n'arrive pas forcément tous à suivre. Donc Toi, t'arrives à suivre? ça va. franchement, ça va. C'est juste que, bon, de temps en temps, comme on a beaucoup de projets aussi, et ça, c'est aussi très très sympa parce qu'en fait, à EPITA, on a beaucoup de projets et donc en fait, on peut. Et aussi qui sont très très. Enfin, qui reposent en fait sur des technologies. Nouvelle? Ouais, exactement, parce qu'en fait on a des sujets libres qu'on peut faire et donc en fait on choisit toujours les technologies les plus récentes, C'est vous qui choisissez les technologies sur lesquelles vous allez travailler? pas Sur un pour projet. toutes les matières mais pour certaines matières, Pour oui. certaines matières, ok. Ouais. Ok, c'est pas mal. C'est très très Bon, cool. c'est Ouais. bon, ok. Du coup, on va passer au sujet d'après, donc ça va, on va parler aussi des outils. Ayoub, petite animation. Ok, on va essayer de faire un quiz. Je pensais qu'on avait une question, mais on a une question entre guillemets, on va la laisser pour après. On va faire un petit quiz. C'est le moment. Avec plaisir.
Vous pouvez répondre avec les questions, que je vais poser une question, vous répondez A, B ou C. Ok? Alors, première question. Quelle est l'intelligence artificielle? A. Une technologie permettant aux machines d'imiter l'intelligence humaine. B. Un logiciel de traitement de texte. C. Un système de navigation de GPS. Mais du coup, Ah bah, je vais laisser la spécialiste SCIA répondre. Vas-y, t'as pas intérêt à te tromper. alors, sinon tu vas pas être prise. je pense que je vais me tromper. Parce que moi, ce que je dirais tout d'abord, c'est forcément la A. Parce que, effectivement, ça permet en fait de reproduire ça permet de reproduire en fait les capacités humaines. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. L'intelligence artificielle est basée sur des réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, c'est humain. C'est parfait. Et... On passe à la question D'accord. d'après. Comment fonctionne généralement la reconnaissance faciale? A. En analysant les empreintes digitales. B. En identifiant des caractéristiques uniques du visage d'une personne. C. En scannant la rétine. Vas-y, Nothing. Ah bah, on a donné la réponse tout à l'heure, hein, donc ceux qui ont suivi normalement répondent la B, en analysant effectivement les caractéristiques uniques de chacune des personnes, parce que le visage est supposé unique de personne en personne en fait. C'est vrai, exactement. Même s'ils sont des jumeaux, d'après ce que j'ai appris. C'était la question que j'avais en tête. On va passer à une autre question. Quel pays a été critiqué pour avoir utilisé massivement la reconnaissance faciale dans la surveillance de sa population? A. Le Canada. B. La Chine. C. L'Allemagne. C'est une question qu'on se pose tous. Je pense qu'il y a beaucoup de suspense. C'est laquelle? Qui veut répondre? C'est à toi du coup. Ah mais je peux. Alors, sans conteste, la Chine. Après, on peut en citer d'autres. Exactement. Mais... C'est la Chine, c'était la bonne réponse. Alors, je peux même apporter quelque chose à Ayoub. En Chine, il faut savoir que... alors, c'est des chiffres qui datent de 2020, je crois, mais il y a plus de 170 millions de caméras de surveillance. 170 plus qu'à Londres. Moi, je pensais que Londres était surveillée, mais non, en fait, la Chine. En fait, en France, il y a 70 millions d'habitants, et en Chine, il y a 170 millions de caméras de surveillance. Alors, c'était des chiffres d'il y a 3 ans, donc ça a largement évolué. Ça a évolué parce que je crois que... il y a plus de personnes aussi en Chine que... Alors, c'est vrai, mais enfin, 170 millions quand même de caméras de surveillance, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En Chine, si vous allez en Chine, vous avez, en 7 minutes, le pays sait qui vous êtes. Le système de reconnaissance faciale, il est complètement étendu dans tout le pays. Okay. Et on va faire une dernière question. Quel est l'avantage de la reconnaissance faciale par rapport à d'autres méthodes d'identification? Elle est moins coûteuse, elle est plus rapide, elle est moins coûteuse, c'est la A. B, elle est plus rapide. C, elle est moins invasive pour la personne identifiée. Alors, je sais pas, tu veux répondre, Joséphine? Si tu veux, je dis ce que je pense et après tu peux réagir. Pour moi, ce serait la B parce que elle est beaucoup plus rapide, ça te permet de faire en instantané, c'est l'objectif. Mais c'est la bonne réponse. C'est parfait. D'accord, on peut passer à la deuxième partie, qui est l'utilisation de la reconnaissance faciale en entreprise ou dans la société. Je te laisse la parole du coup pour parler un peu l'explication de la reconnaissance faciale, même si on l'a déjà évoqué un peu, donc ça va être un peu plus rapide. Ouais, tout à fait. Alors, bon, premièrement, je rappelle que c'est très réglementé en France, donc on n'a pas énormément de cas d'utilisation. Ça, c'est le premier point. Néanmoins, si on regarde dans le monde, il y a plusieurs cas d'usage en fait. Le premier, je vais commencer par les choses relativement simples et qui font pas tellement polémique. L'utilisation pour indexer des vidéos. Indexer des vidéos, ça veut dire que vous avez des vidéos et vous dites qui est sur la vidéo. C'est par exemple très utile, par exemple, pour la télé, quand vous voulez retrouver, faire une compilation des meilleurs moments de Mbappé, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des gens qui regardent toutes les vidéos qui disent là il y a Mbappé, là il n'y a pas Mbappé, là il y a Mbappé. Et quand vous voulez du coup faire une vidéo avec que Mbappé, vous êtes obligé d'aller regarder toutes les vidéos qui ont été marquées avec Mbappé. Ça, c'est des gens qui font ça à la main en fait, donc c'est très long en fait. Avec la reconnaissance faciale, vous passez ça dans un outil et il vous marque automatiquement les moments où Mbappé est présent à l'écran. Voilà. Quand tu dis cet exemple, ça me rappelle une chose qu'on voit tous, j'imagine. Quand on essaie de se connecter sur un site, ils te disent est-ce que t'es un robot? Donc tu cliques sur un bouton et là tu as des images, ils te disent où il y a un feu par exemple. Oui. Donc, est-ce que ça permet d'aider la reconnaissance ou pas du tout? Enfin, c'est pas la reconnaissance faciale, mais... Il y a eu une polémique là-dessus, comme quoi, en faisant de la CAPTCHA, parce que c'est de la CAPTCHA, exactement. on aidait un logiciel à s'améliorer. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Parce que normalement, il sait déjà. Si tu fais au hasard, ok. Tout à fait. Ça enlève un doute que j'avais par un expert, c'est parfait. Donc l'indexation d'images, ça c'est très utilisé dans le domaine audiovisuel et du coup c'est très pratique en fait. Voilà.
Exactement. Et comme on a parlé du coup sur les champs de l'application de la reconnaissance faciale, on a l'indexation des vidéos et des photos, comme tu viens d'évoquer Oui. sur la... Exactement. D'ailleurs, on a ça sur les smartphones, hein, sur ceux qui utilisent par exemple Google Photos. Vous avez la possibilité de dire je voudrais retrouver toutes les photos de mon père, ma mère, etc. On lui montre un exemple et il va retrouver en fait. C'est vrai qu'on remarque sur un téléphone, on a le visage de chaque personne avec un nom, et quand on clique sur la photo, il nous ressort presque toutes les photos où cette personne... Il sait pas dire qui c'est si vous lui avez pas dit qui c'est. C'est ça. Par contre, il sait dire bah voilà les visages qui sont similaires en fait. Donc il est capable de reconnaître les formes et de dire bah voilà tel visage est similaire à celui-là, donc je les regroupe en fait. Et ça c'est juste sur le téléphone. Exactement. Imagine quand il y a des puissances de plusieurs ordinateurs, donc il va pouvoir mieux reconnaître les personnes. Ouais, exactement. Alors il y a un deuxième cas d'usage qu'on peut citer, alors qui est assez utilisé aux États-Unis, qui fait aussi un petit peu polémique, c'est pour l'utilisation de l'aide au recrutement dans les entreprises. Hein, quand vous faites du recrutement, vous analysez des CV, etc. Et puis aux États-Unis, ils utilisent des logiciels aussi pour analyser la personne qui parle en vidéo, parce que là-bas, ils envoient des vidéos en plus des CV pour se faire recruter. Et puis, les logiciels de reconnaissance faciale vont analyser la personne. Est-ce qu'elle est stressée, pas stressée, est-ce qu'elle a du charisme, etc. Alors, voilà, c'est très controversé, hein, parce que paraît-il que si on sourit de telle façon, alors on est charismatique. Si on est un peu stressé, alors on sourit pas trop. Voilà, apparemment, les logiciels de reconnaissance faciale pourraient faire ça. Bon, voilà, mais il y a l'IA derrière moi. Je peux générer, moi qui est en train de parler avec l'IA. Et du coup, je vais pas apparaître stressé et tout, et je peux l'envoyer la vidéo. Est-ce que du coup, ça va permettre de reconnaître c'est l'IA qui a généré la vidéo ou pas du tout? Ouais, alors là tu parlais deepfake, c'est-à-dire c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est de l'intelligence artificielle qui va générer des vidéos. Là, on a beaucoup vu ça sur Internet, des fausses vidéos en fait. C'est ça, comme Mbappé. Voilà, exactement. De lui. Alors ça c'est un autre sujet. On n'est pas sur de la reconnaissance faciale, mais c'est un vrai problème aussi. Parce que quand tu vois une vidéo, est-ce que c'est une vraie vidéo ou une fausse? Voilà, maintenant tu as de plus en plus de fausses vidéos qui circulent. Mais du coup, la reconnaissance faciale pourra reconnaître ou... Ah, c'est une vraie. Ouais, c'est pas encore évoqué. Je pense que la reconnaissance faciale est un petit peu dupée par ça. C'est-à-dire, tu lui donnes une fausse vidéo, il va quand même reconnaître que c'est Mbappé, même si c'est un faux. Parce que derrière, ça va alimenter les mêmes données sur lesquelles il va se baser. Ouais, tout à fait. Ouais. Sauf que par rapport à ça, je voulais juste. Parce qu'on a appris ça il y a pas longtemps encore, sur le fait que c'est pas par rapport à des vidéos, mais par rapport à des images. Et maintenant, il y a des modèles qui permettent de reconnaître si c'est des fausses images, enfin si c'est des images générées par ordinateur. Effectivement, donc en fait ça devient une actualité et donc en fait à chaque fois que l'intelligence artificielle fait un pas, les autres font un pas et ça avance. Bien sûr. C'est bien ça. Bah, sinon on peut pas se il faut pouvoir se protéger. Dans tous les cas, et ça crée le métier qu'on a aujourd'hui, sinon on n'aura pas de métier et tout est bon et on n'avance même pas. Comment garder un salaire? Je peux te donner un troisième cas d'usage, Ayoub, que j'ai vu. Alors, ça a été testé en France, parce qu'il y a quand même des expérimentations en France. Ça a été testé par la Française des Jeux, là, en début d'année. Ouais. La Française des Jeux a fait une expérimentation pour utiliser des caméras dotées de reconnaissance faciale pour estimer l'âge de quelqu'un. Parce que vous savez que les jeux d'argent sont interdits en dessous de 18 ans en France. Et donc, pour aider les buralistes quand ils vendent là, des blackjack ou autres, des tickets à gratter, eh bien, ils ont équipé des caméras de surveillance avec des logiciels pour essayer d'estimer l'âge de quelqu'un. Et puis, pour dire, bah, voilà, cette personne, elle a un risque d'avoir en dessous de 18 ans, alors du coup, ne lui vend pas tel ou tel jeu d'argent. Okay, voilà. C'est une expérimentation qui a été faite pour cette fois-ci, non pas reconnaître les gens, mais estimer leur âge à travers leur visage. Mais après, il peut y avoir un contrôle d'identité derrière qui peut. C'est une double identification. S'il y a un doute, du coup, le buraliste est averti et il va demander la carte d'identité. Voilà. Alors, c'est l'exemple que tu citais en tout début, c'est la fameuse est-ce que je suis majeur pour entrer dans une boîte de nuit en fait. Ouais, ok. Mais bon, après, pour les personnes qui ont l'air jeunes, comme toi par exemple, parce que bon, moi. Mais tout à fait. C'est quoi, c'est remarqué comme un jeune comme toi. Mais non, mais c'est parce que. Moi, elle m'a pas dit ça, moi, tu vois. Mais non, mais c'est parce que avant. Toi, t'es jeune, ça veut dire moi, je suis moins jeune. Ok. Peut-être. Non, mais c'est juste que avant, en fait, moi, je ne savais pas que tu avais 29 ans. Moi, j'ai pas mon âge. Moi, j'ai déjà eu mon âge. Mais pour moi, tu avais un an de plus que moi, pas plus. Moi, j'ai un an de plus que toi. Non, t'en as deux. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai deux de plus. Ah non, oui, t'as beaucoup plus. Pardon. Ok, on passe Alors, attends, il y a le dernier cas d'usage que j'ai passé qui est celui le plus utilisé. Ouais. C'est la sécurité. Alors, tu mets de la reconnaissance faciale dans les caméras de surveillance et tu peux faire de la surveillance massive. C'est des choses qui sont utilisées notamment aux États-Unis pour repérer des problèmes dans des endroits où il y a beaucoup de monde, par exemple, sécuriser les stades, sécuriser les aéroports, etc. Voilà, c'est extrêmement utilisé en fait pour des contextes de sécurité en fait. Okay.
Et ça a été utilisé, enfin, ça a été testé aussi, je ne sais pas si vous savez, en France, en 2019. Et le courant de tout. Tout ce qu'il fallait. Mais non, mais c'est juste que ça a été testé et que justement ça a été controversé parce que normalement c'est interdit en France. Ok. Voilà. Ouais, c'est normal. Mais sauf que là, par rapport à la RGPD qu'on a évoqué tout à l'heure. Bah, y a une controverse, parce que là, je sais qu'il y a des lycéens qui nous écoutent probablement. Vous savez qu'il y a eu quelques mois, il y a eu un attentat dans un lycée à Arras. Et certains présidents de régions en France souhaiteraient mettre en place de la reconnaissance faciale à l'entrée des lycées. Pour savoir, en fait, pour repérer s'il y a des terroristes potentiels qui puissent rentrer. Voilà, donc c'est une question qu'on peut poser aux lycéens, de savoir s'ils accepteraient qu'on équipe les lycées, l'entrée des lycées, avec ce type de logiciel. On peut poser la question aux lycéens, on peut poser la question aux parents des lycéens, etc. Voilà, il y a le contexte sécuritaire, mais il y a le contexte de la vie privée aussi, de savoir si on accepterait que nos enfants, pour les parents des lycéens, accepteraient que leurs enfants soient scannés tous les jours, quoi. Oui, puis en plus, nous, on pourrait même plus sécher. Parce que c'est triste. Ah, voilà, tu vois. Ouais. Du coup, les étudiants ne voudront pas. Parce que finalement, ils pourront plus sécher. Ah, on sera surveillés H24. C'est compliqué. Et là, on a une question. Comment peut-on appliquer la reconnaissance faciale à grande échelle pour les 70 millions de Français? Déjà, elle est faite déjà en Chine avec beaucoup plus... Enfin, 15 fois plus ce chiffre-là, donc c'est déjà encore... Toi, tu as un exemple de... Enfin, j'ai pas d'exemple, par contre, j'ai une question même qui va au-delà de celle-là, c'est est-ce que... Enfin, là, la question, c'est comment Comment, ouais. La vraie question, c'est a-t-on vraiment envie de déployer ça à large échelle en France, en fait? En Chine, effectivement, c'est complètement déployé. Ils sont même dans un système qu'on appelle le crédit social, c'est-à-dire que chacun est surveillé, chacune des personnes est surveillée, et puis noté en fonction de ses actions. Est-ce qu'on fait des choses bien ou pas bien? Si vous fréquentez des gens qui ne sont pas bien, votre note elle baisse, et si votre note elle est trop basse, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un crédit, par exemple, crédit immobilier. Voilà, ça fonctionne comme ça en Chine. C'est appliqué aujourd'hui? C'est appliqué en Chine, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc votre réputation, elle est notée, surveillée, etc. Voilà. Donc, alors on peut être pour ou contre. Hein, c'est sur 20, c'est comment ça marche? Ouais, bah, c'est comme à l'école, hein, tu vois. Si t'as des mauvaises notes, t'as une mauvaise note, et puis bah, tu n'as pas le droit d'aller. Et t'en gagnes? Oui. Et tu peux en gagner, ouais. Et si tu veux avoir un bon emploi dans une administration en Chine, il faut que tu aies une bonne note. Et donc, si tu as été bien dans ta vie, eh bien, tu as une bonne note et tu peux prétendre à des grands métiers. Voilà, voilà comment ça fonctionne. Et quand ils disent bien dans sa vie, par exemple, c'est tu vas aider une personne à traverser, tu vas aller planter un arbre, et apparemment, tu gagnes des points. Ok. En fait, quand il y a les caméras, tu peux tout faire à bien, mais hors caméra... Ouais, sauf qu'en Chine, tu peux pas le faire hors caméra parce que tu es surveillé de partout. Ouais. Alors voilà, la question c'est de savoir si en France on veut ça. De toute façon, en France, l'utilisation de la reconnaissance faciale est très réglementée. Ça veut dire qu'en fait, il faut demander des autorisations. De base, vous n'avez pas le droit quand vous êtes une entreprise. Moi, par exemple, j'ai accompagné une administration locale qui voulait déployer des caméras pour intelligentes. Alors, c'est pas de la reconnaissance faciale, c'est des caméras de température au moment du Covid, pour savoir ceux qui rentrent, est-ce qu'ils ont de la température en fait. Rien que ça, c'était refusé en fait. Refusé, du coup par... C'est utilisé dans les aéroports, c'était utilisé dans les aéroports. Oui, tout à fait, ouais. Alors, les aéroports avaient des autorisations, mais là c'était en l'occurrence, c'était une ville qui voulait déployer ça. Voilà, c'était refusé. Okay. En fait, il faut juste savoir que c'est aujourd'hui réglementé. Le pourquoi faire, en fait, techniquement, c'est facile à faire. Maintenant, c'est une question à la fois juridique et une question sociétale. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça, nous, en tant que citoyens? J'ai une question du coup, vu qu'on parlait de la Chine. Si aujourd'hui on applique système de notation ici en France, combien tu auras sur la note? Est-ce que tu auras 20? Tu auras 10? Tu aurais combien toi par exemple? Ah, moi j'aurais 20 moi. Tu auras 20? Ouais, moi parce que je sais quand même truquer le système en fait, donc j'aurais 20. Il va trouver les anglements. C'est ça en fait. Tu auras 20 sur 20. C'est pour ça qu'il faut faire l'IPITA, parce que si tu fais l'IPITA, tu sais comment fonctionnent les systèmes, tu sais comment ils sont déployés, et tu peux du coup les contourner en fait. Et ça commence à quel âge? Ça commence à partir de 18 ans? On commence à te noter ou c'est à partir de 5 ans, 1 an? Je crois que c'est dès ta naissance. Hein. Dès ta naissance? Ouais. Ah, ça veut dire si tu as trop crié pendant ta naissance, tu perds des points déjà? T'as trop embêté tes parents quand t'étais bébé, bah voilà. Tu perds des points. Je sais pas si c'est... Et toi, t'aurais combien? Je pense que j'aurais 20 parce que je suis assez sage. 20? Ouais. Et puis en plus, j'aide les gens, donc... C'est parfait. Et vous aurez combien sur 20, les chers spectateurs? Vous pensez avoir 20 aussi? Ou beaucoup moins? Moi, je pense avoir... On n'a pas posé la question à Ayoub, hein. Tu t'aurais combien? J'avoue, bonne question. Pareil comme vous, je suis un étudiant d'EPITA, bien sûr. 20, bien sûr. Ah, t'as pas l'air sûr de toi quand même. Hein. Si, je suis bien sûr, à 100%. Ok, on passe à la partie d'après. Je pense qu'on a évoqué un peu le tout sur cette partie-là, l'utilisation de la reconnaissance faciale en entreprise et dans la société.
La troisième partie, qui est la reconnaissance faciale, bouleverse-t-elle notre société aujourd'hui? Vrai ou faux? Pas que ça, mais... Je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, de toute manière, c'est sûr, ça bouleverse. Après, la question, c'est à quel point et est-ce qu'on devrait s'en inquiéter plutôt? Sur 20? Non, mais après, Ouais, je pense que... on a pas mal abordé cette question-là. Effectivement, Oui. oui, ça bouleverse la société parce que, en fait, ça bouleverse la façon dont on vit ensemble, en fait. Mm. Voilà, et la question de savoir si on veut déployer de la reconnaissance faciale pour des raisons de sécurité, c'est pour vivre correctement en collectivité, mais on troque une partie de sa vie privée. Et Ouais. donc, il y a la question du rapport à l'autre, en fait, forcément. Exactement. Et même, les gens peuvent pas se comporter de leur propre manière. Par exemple, quand tu viens de dire toutes les caméras sont pointées vers toi, donc tu vas perdre des points, tu vas faire... Des fois, ça peut créer des frustrations et que tu peux réagir différemment hors caméra. Quand tu sais qu'il y a un angle mort, tu vas faire quelque chose pire encore peut-être. Qui va pas te alors, permettre... bien sûr, ouais, tu peux être frustré et donc du coup faire des choses encore plus mauvaises quand tu es C'est hors ça. caméra. Ouais, Alors que tu aurais pu juste crier, engueuler la personne avant, là tu vas pas, tu vas faire, peut-être tu vas casser autre chose hors caméra. Pardon, je t'ai coupé. Non, Vas-y. en fait, c'est le contexte sécuritaire. Est-ce que une question c'est une question de société. C'est est-ce qu'on veut vivre dans une société où il y a une hyper sécurisation de la vie, ou est-ce qu'on veut un peu plus de liberté? Voilà. C'est ça. C'est ça la vraie question sociétale. Et en fait, à chaque évolution technologique, c'est vrai pour c'est vrai pour la reconnaissance faciale, mais c'est vrai pour l'IA générative, par exemple, ChatGPT et autres. À chaque fois, ça pose des questions qui sont pas techniques en fait. Et c'est en cela que les écoles d'ingénieurs comme l'EPITA sont importantes. C'est on étudie la technique, mais on étudie l'impact sur la vie des gens. Et sur la reconnaissance faciale, c'est bah voilà, on a en France, c'est réglementé pour telle raison, parce que en Europe, on est très proche de la vie privée. Et dans des pays où le contexte sécuritaire est plus fort, la Chine par exemple, mais c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour les États-Unis, eux ils ont choisi un modèle où c'est d'abord la sécurité collective versus la vie privée. Donc ça bouleverse les choses quand même. Toi tu choisiras quoi? Alors moi je suis un technophile, donc moi j'aime bien les technologies. Okay. Mais j'avoue que sur cette question de la reconnaissance faciale, je suis quand même très attaché quand même au modèle de vie à l'européenne et donc à la vie privée. Moi je suis pour l'utilisation de la reconnaissance faciale, mais très réglementée, uniquement avec des personnes qu'on a autorisées. Et notamment, par exemple, je suis pour le déploiement de la reconnaissance faciale pour les forces de l'ordre, par exemple. Ok, et toi? Bah en fait, moi je suis mitigée. Mitigée, parce que je pense que de toute manière, en fait, ça va être une technologie où au bout d'un moment, on va pas pouvoir... on va dire que ça va être utilisé et on va au bout d'un moment avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Et donc, le gouvernement va se dire, peut-être qu'il faut l'utiliser. Mais du coup, en fait, pour moi, il faut l'utiliser, mais dans des contextes assez définis. Et par exemple, moi, je sais que... je vais donner une anecdote sur ma vie, mais j'ai un grand-père qui a Alzheimer. Et il y a un an, il s'est évadé de l'hôpital alors qu'il devait faire une opération. Et sauf que du coup, on s'est retrouvés avec ma grand-mère et la police en train de chercher en fait dans tout le voisinage en voiture. Et on a perdu 3 heures comme ça. Alors qu'en fait, je pense s'il y avait eu de la surveillance et de la reconnaissance, on aurait peut-être pu en fait justement traquer et le voir en fait si tout se passe bien. Parce que le problème en fait que nous on a, c'est que on a quadrillé 3 heures dans un environnement dans lequel on ne sait même pas si la personne a pris un bus, si elle n'est pas partie dans un endroit complètement au hasard, et en fait elle aurait pu se perdre complètement, alors qu'avec une surveillance, en fait peut-être qu'on aurait pu vérifier qu'ils ne partent pas ah bah oui, avec de la reconnaissance faciale, on l'aurait retrouvé très très rapidement. Bien sûr. Il y a les caméras, si la vue est bien... Il faut la technologie, effectivement. Là, on a une question qui va aussi dans le sens sur lequel on parle. Les réglementations peuvent-elles être des freins à l'innovation? Ça enchaîne un peu avec ce qu'on dit. Alors, en fait... Est-ce que ça freine aujourd'hui? En fait, tout dépend qui on interroge. Si vous interrogez par exemple les startups, ceux qui produisent l'innovation, eux ils vont dire que oui. Clairement, la réglementation freine en Europe l'innovation et l'investissement dans l'innovation. Là où aux États-Unis, comme vous avez beaucoup moins de freins réglementaires, eh bien, quand vous êtes une startup aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de possibilités de déployer rapidement votre technologie, de la vendre en fait. Aux États-Unis, le principe c'est qu'on vend et si ça pose problème, on réglemente après. En Europe, on ne vend pas parce que on réglemente d'abord et après on fait les choses. On fait les choses. Donc oui, enfin, la réglementation est un frein.
Après, la réglementation permet aussi d'éviter des abus aussi. C'est vrai. Donc il faut choisir entre la protection contre les abus, donc la protection des personnes, et l'investissement et l'innovation, quoi. Et du coup, toi, tu es avec la réglementation européenne aujourd'hui. Tu es aussi d'accord avec? Alors en fait, moi je suis d'accord avec la réglementation, il en faut une, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. La technologie est devenue tellement puissante que si on la réglemente pas, je pense que ça crée des vrais problèmes, quoi. Par contre, je trouve que la réglementation est trop lente en fait. Tu vois, ça met trop de temps. Accepter certaines lois. On a cité la réglementation RGPD, qui est une réglementation sur la protection des données. Ça a mis 4 ans avant d'arriver, quoi. Donc c'est trop long en fait. Le numérique va beaucoup plus vite que ça. Ça prend plus de temps à parler et à débattre sur les sujets que de mettre en place les solutions. Eh oui. Et toi, t'en penses quoi? Tu es d'accord? Oui, je suis assez. Sur le fond. Je suis assez d'accord, ouais. Après, j'avoue, j'ai un peu oublié la question. Est-ce que tu penses que la réglementation aujourd'hui empêche du coup la reconnaissance faciale à être déployée dans les villes, à être avancée En fait, contrairement à Nothing, je pense que j'aurais pas été complètement d'accord parce que en fait, moi j'ai l'impression que de toute manière la technologie elle va être faite, même si c'est dans l'ombre, parce qu'à un moment donné il va y avoir des réglementations qui vont être prises, il va y avoir des autorisations, et donc en fait les gens, et on l'a bien vu aussi, toutes les grandes entreprises, elles ont déployé très très vite, trouver des investisseurs, et au final après, même si on n'a pas les autorisations, donc oui ça va mettre un frein parce que ça va pas forcément être utilisé dans toutes les conditions qui aurait été possible, mais ça va, mais non plus, parce qu'en fait les technologies seront quand même créées en fait. Je pense que tu avais une question sur les mathématiques juste avant, pour les études au niveau des mathématiques, parce que je pense qu'il y a des étudiants qui vont se poser cette question-là. Ouais. Quel type d'études, quelles sont les études en mathématiques qu'ils peuvent avoir? En mathématiques, alors faites des stats pour l'analyse des données. C'est important. Vous avez... Qu'est-ce qu'on fait? Des statistiques. Ok. Et vous avez aussi Pardon. Je retrouve le nom. Quoi? Oh, tu peux réfléchir, en même temps on peut passer à la question d'après. Et si jamais tu as encore, on revient dessus. Peut-on utiliser cette technologie dans les espaces publics? Alors, c'est aujourd'hui non de base, c'est interdit, sauf RGPD. Si vous avez une autorisation, en l'occurrence de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui en France est la seule à pouvoir autoriser ou pas. Okay. Donc l'espace public, de base, non. Sauf si vous avez une autorisation. Et par exemple, les Jeux Olympiques ont obtenu une autorisation d'utiliser des caméras intelligentes. Pas de reconnaissance faciale, mais des caméras intelligentes, par exemple pour reconnaître des colis abandonnés, des mouvements de foule, des choses comme ça. Mais pas de reconnaissance personnelle. Ok, c'est pas des reconnaissances faciales. C'est ça. On peut pas dire Ayoub était là et Ayoub, attention, c'est quelqu'un de louche. Non, on peut dire mais Ayoub, il a eu un comportement un petit peu suspicieux parce qu'il a essayé de bousculer les gens. Voilà. Ça, c'est autorisé, mais pas Ayoub parce que j'ai reconnu que c'était Ayoub. Ah, ok, parce qu'il est sympa. C'est ça. Okay. Il sourit, donc il est sympa, mais c'est peut-être un sourire un peu vicieux, donc on va faire attention. Donc on peut l'utiliser dans l'espace public en France que pendant les JO. Alors aujourd'hui, oui. Quelques jours avant les JO et quelques jours après les JO. Ça a été autorisé. Mais voilà, une ville, un maire ne peut pas déployer de la reconnaissance faciale. C'est interdit. Ok, parfait. Du coup, là, c'est utilisé pour la sécurité du peuple français pendant cette période-là, parce qu'il y aura beaucoup de monde en France. C'est ça. Mais du coup, ils peuvent l'utiliser dans les endroits publics, privés, pardon. Alors, privé, vous faites ce que vous voulez. Tu fais ce que tu veux, dans ce cas-là. Ok, c'est noté. Et c'est utilisé aussi. Dans des entreprises pour l'espace privé. C'est utilisé, par exemple, genre, je crois que... Enfin, après, j'avais lu ça quelque part dans un article, mais que effectivement, il y a des entreprises qui l'utilisent, par exemple, pour surveiller qui rentre, qui sort, mais comme c'est dans un espace privé... Ça... Alors, il faut avoir une autorisation, parce que l'entreprise n'est pas considérée comme un espace privé. C'est pas privé au sens personnel, en fait. C'est un espace effectivement qui appartient à l'entreprise. Par contre, pour déployer de la reconnaissance faciale en entreprise, pareil, il faut une autorisation. Je vais aller revoir cet article. Privé, c'est chez toi. Voilà, privé, c'est chez toi, exactement. Tu veux savoir qui est entré chez toi et qui n'est pas encore entré chez toi, tu l'utilises. Du coup, on peut passer à la dernière partie, qui est quelles sont les perspectives de la reconnaissance faciale dans l'avenir. Il y a un avenir pour... surtout, là, on voit qu'il y a déjà un avenir aux États-Unis, en Chine, c'est déjà déployé, et en Europe. En fait, la technologie va s'améliorer, et l'intelligence artificielle, d'une manière générale, de toute façon, le mouvement est lancé. Dans le monde, c'est de plus en plus utilisé, surtout que le contexte de sécurité dans le monde, il se dégrade, et donc
plus les choses se dégradent d'un point de vue de la sécurité, plus ce genre de technologies qui sont justement pour la sécurité augmentent. C'est quasiment mécanique. L'Europe et la France restent en fait un territoire dans lequel ce type de technologie, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons réglementaires, et puis aussi d'acceptation des populations, eh bien voilà, ça met du temps, plus de temps. Mais sinon, la technologie va évoluer, et puis tu sais, il y a aussi maintenant la robotique qui évolue. Tout évolue. Les robots doivent aussi avoir de la reconnaissance de forme, mais bientôt de forme de personnes humaines, puis bientôt de reconnaissance faciale. Donc le chemin est en route. Après, voilà, maintenant c'est plus une question technique, c'est une question de est-ce que toi et moi, est-ce que Joséphine accepte qu'on utilise ça pour telle ou telle raison en fait. Voilà. Parce qu'on remarque même dans les Tesla d'ailleurs aussi. On peut voir les Tesla aujourd'hui, quand la voiture avance, elle détecte les objets autour. Mais c'est pas de la reconnaissance faciale. C'est pas de la reconnaissance faciale. C'est vu que tu parlais des objets, tout à fait. Je me suis permis de rajouter Tesla. Ça veut dire qu'on la voit aujourd'hui en France. Et on a beaucoup de voitures Tesla ici en France, et du coup qui permettent de reconnaître les objets. J'ai une Tesla d'ailleurs. Je connais bien. Tout ce qui est computer vision, c'est-à-dire la vision assistée par ordinateur, ça évolue sans aucun doute en fait. La reconnaissance faciale, c'est un micro-sujet qui est très particulier. Du coup, ça va être compliqué d'avancer dans ce sujet en France sur la reconnaissance faciale. Moi, je pense qu'en France et en Europe, c'est pas tout à fait prêt à arriver. Ça va continuer à se développer en Asie. En fait, eux, ils attendent, ils regardent les autres pays, ce qu'ils sont en train de faire, comment ça avance. Dès qu'ils voient que c'est bon, ils disent ok, maintenant on peut commencer avec la reconnaissance faciale en France. Mais pourtant, je pensais que ça allait peut-être être utilisé pour les JO. Non, alors, après, c'est des JO, rumeurs, mais... Ce qui a été autorisé, c'est les caméras intelligentes. C'est reconnaître des formes et des situations. Tu vois, genre Ayoub, il commence à faire il est un peu turbulent, il y a un mouvement de foule. Voilà, là, on peut dire il y a un danger potentiel. Par contre, tu peux pas dire un tel, je l'ai vu, c'est un fichier S, il y a un problème. La reconnaissance faciale est interdite. Voilà. Ça a été rejeté par les députés français, tout simplement. Et je pense que moi, j'étais au Qatar. Pendant la Coupe du Monde, il y avait pas mal de reconnaissance comme ça. Quand il y avait des foules, on voyait toujours un drone au-dessus qui essayait de reconnaître s'il y a du coup, une bagarre ou quelque chose de mauvais pour qu'ils interviennent. Mais quand on voyait qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de police. Mais dès que tu vois ça commence à bouger, il y avait directement, genre 2 minutes après, il y a la police qui arrive. Le Qatar, un pays très technologique, effectivement, alors, la reconnaissance faciale et les caméras intelligentes sont très utilisées dans les stades. Parce que dans tous les endroits où il y a une forte densité, beaucoup de monde, c'est très utilisé en fait. Et oui, le Qatar, ça m'étonne pas du tout, des drones, etc. Et dès lors qu'il y a une situation à risque, tout de suite, il y a des interventions des forces de l'ordre. Ok, parfait. C'est pour ça qu'on va voir ça au moins pendant les JO de France. Il y a l'Euro aussi, l'Euro 2024. Non, c'est pas en France. Pardon. Non, c'est pas en France. C'est pas en France. Dommage, on aurait pu faire les deux en même temps. Ok, donc on voit l'avenir, la reconnaissance faciale en France a encore un peu des marches à franchir, à graver. On va attendre les autres pays, on va les regarder. Netflix, on regarde ce que ça donne. Toi, je pense, si on peut estimer un peu, je pense que ce sera dans 10 ans, 15 ans, 5 ans, par rapport à ton point de vue. Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas dire parce que moi, je suis un spécialiste du numérique. Je peux dire que c'est prêt aujourd'hui. Par contre, je suis pas un spécialiste. Sur la réglementation. Je suis pas quelqu'un qui spécialise des sociétés. Je suis pas sociologue et encore moins des sociétés occidentales et européennes. Moi, mon avis, c'est que on n'a pas forcément besoin de la reconnaissance faciale en fait pour vivre en Europe. En Europe. Parfait, c'est bien résumé. Après, je mets mon grain de sel, hein. Mais c'est juste que du coup, j'en ai profité pour regarder les commentaires sous la vidéo dont j'ai parlé la dernière fois. Et après, il y avait peu de gens qui étaient contre, et ça m'a étonnée, mais qui étaient contre en fait la reconnaissance faciale, parce qu'en fait, ils disaient tant que j'ai rien à me reprocher, c'est bon quoi. Ouais, on a souvent cette remarque-là. Moi, j'ai rien à me reprocher, donc j'ai pas de problème. C'est vrai, mais quand tu regardes les excès, après, c'est dans quelle société tu veux vivre? Est-ce que tu veux que les gens te surveillent? Les gens peuvent dire ça, mais dès lors que c'est appliqué à eux-mêmes, ça commence à voilà. Bien sûr, mais sauf que en fait là dans ce cas-là, c'était appliqué à eux-mêmes parce que c'était le problème en fait de l'utilisation par la police qui n'était pas autorisée. Donc en fait c'est pour ça que je dis que effectivement, je suis d'accord que moi non plus, je sais pas comment ça va se passer, notamment pour la France, et qu'en France on aime beaucoup notre liberté, mais que beaucoup trop. C'est pas, les gens sont pas si contre. Les gens sont pas tellement contre. C'est différent, je pense que ce qu'il veut dire, c'est différent. Ils disent qu'ils sont pas contre, mais au moment
tu vas commencer à appliquer la règle. Ouais. Ils vont comme dire ah mais si je fais ça. Yeah. D'ailleurs on se rapproche de la fin du live. Bien sûr. Du coup, je commence à dire si on se rapproche de ça. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Dans 2-3 minutes, on va clôturer le live si jamais. Je te laisse la parole juste pour continuer. Parce qu'en fait, finalement, tu vas te dire, viens, on fait ça. Il va te dire, ok, tu peux faire ce que tu veux, mais dès qu'au moment où tu vas commencer à te toucher personnellement, il va commencer à se dire, en fait, non, si tu commences à regarder, on sait jamais, tu vas me voir partir à un endroit où j'ai pas envie que tu saches que je pars là-bas. Surtout s'il y a des politiques, des gens dans la politique qui vont, je sais pas, ils vont dépenser de l'argent dans un truc. Et ils vont se dire, ah mais regarde, lui, il dépense de l'argent là-bas, il va être super critiqué. Mais toute la question, en fait, finalement, c'est dans la réglementation. C'est ça le truc. C'est qu'on n'est Ça. pas tous obligés de devenir la Chine. C'est ça. Oui. On n'est pas tous obligés d'avoir cette réglementation de points, d'être noté. Alors, comme on approche la fin du live, moi, un petit mot de la fin, juste pour ouvrir un peu la réflexion. Il y a un autre sujet par rapport à la reconnaissance faciale, mais à l'intelligence artificielle d'une manière générale. C'est que les personnes humaines sont intraitables avec les erreurs en fait, qui viennent de machines. C'est-à-dire que si demain tu es condamné à tort parce que la reconnaissance faciale a fait une erreur, tu ne le pardonneras pas à la machine. Si c'est un système humain qui te juge, il y a des erreurs, c'est déjà pas du tout acceptable, mais on est beaucoup plus, on va dire, ouvert à l'erreur humaine qu'à l'erreur de la machine. Or, si tu utilises la machine pour des choses très importantes de ta vie, la reconnaissance faciale, alors il faut accepter le taux d'erreur. Et ça, un certain nombre de peuples n'est pas prêt à l'accepter, quoi. C'est très vrai. Voilà, donc c'est Non, mais une question je suis d'accord, Moi, je ne suis pas prêt à l'accepter encore. Ah, mais moi non plus, mais après je pose le fait que j'ai toi l'impression que ça va. Bah non plus, je préfère être jugé par des humains, effectivement, mais y compris en acceptant l'erreur humaine qui est plus forte. Hein. L'être humain fait beaucoup plus d'erreurs que la machine, mais pour un certain nombre de sujets, je préfère... tu peux comment dire, débattre cette erreur, alors qu'une machine, on va dire que la machine a trouvé ça. Tu peux en débattre, il peut y avoir des procès, etc., alors qu'une machine, c'est une machine. Et là, on a une autre question. Joséphine, si je suis intéressé par l'IA, pourquoi tu me recommanderais d'intégrer Epita? Using quel métier après des études en IA? Alors, je pense que, en fait, j'ai déjà répondu un peu tout à l'heure. Pourquoi Epita? Bah, c'est pour la qualité de nos cours, pour la qualité des professeurs. On a des cours extrêmement variés. Nous, on a fait on a même fait des cours sur qu'est-ce que c'était qu'un réseau neuronaux. Dans notre cerveau, comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'au final maintenant ça fonctionne comme ça pour des modèles en fait. Donc on a des cours très variés, on va en profondeur, on a fait beaucoup de mathématiques, on a aussi des cours de management sur comment réagir face à l'IA, quel est l'avenir en fait en IA. Et aussi en fait on fait beaucoup de projets et donc en fait si vous voulez apprendre à faire quelque chose et pas forcément qu'en parler, bah venez en fait. Et vous êtes en ingénieur du coup ici, vous voyez beaucoup d'autres matières à côté qui permettront d'avoir un packaging et pas juste un socle sur l'IA. Exactement, on a ça aussi, mais après ça c'est beaucoup plus en troisième année, dans les années précédentes où on voit énormément de choses et effectivement ça permet de comprendre beaucoup plus ce qui se passe. Messing, c'est à toi du coup, par rapport à la deuxième question sur les métiers, je vais continuer sur ce qu'a dit Joséphine. En fait, à l'Epita, le grand avantage, c'est que c'est une école d'ingénieurs. Donc d'abord, on nous forme à des fondamentaux d'ingénieurs qui nous permettent d'avoir une connaissance générique et de s'adapter à tout type de situation. Et en plus, on a une spécialisation pour rapidement être employable dès la sortie d'école. Ce qui d'ailleurs est très différent des écoles un peu spécialisées, ce que moi j'appelle les néo-schools qui sortent actuellement. Vous avez plein d'écoles comme ça qui sont spécialisées de l'IA en fait. Sauf que peut-être que l'IA dans 5 ans, ça sera passé de mode en fait. Et du coup, on passera à autre chose. Et une école comme l'Epita, mais comme d'autres écoles d'ingénieurs, ça vous forme en fait toute votre carrière en fait. À s'adapter. À s'adapter, exactement. Pour en venir au métier, en sortant de l'Epita, on peut faire beaucoup de choses en fait, c'est ça l'avantage. On peut être chef de projet numérique, on peut travailler dans une société de consulting, on peut travailler en tant que ce qu'on appelle product owner, on peut travailler dans tous les types de domaines de l'informatique, de la robotique, à l'intelligence artificielle, au marketing digital, etc., etc. Donc le champ des possibles est très fort en fait. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette école, c'est parce que ça ouvre le champ des possibles très fort dès la sortie d'école et surtout après tout au long de votre carrière, de votre évolution, parce qu'une vie professionnelle c'est long, hein. Vous avez les bons fondamentaux pour évoluer tout au long de votre carrière en fait. C'est très très vrai et c'est juste pour bien préciser, et c'est très très vrai ce qu'a dit Nothing, le fait qu'on apprend à apprendre, et ça c'est le principal, et qu'on nous apprend aussi à aller regarder qu'est-ce que sont
quelles sont les nouvelles technologies, et en fait on apprend avec ça. Donc en fait c'est pour ça que c'est bien aussi. Ça fait partie de l'EPITA parce que là on a la promo, enfin t'as 2005. intégré 2005, mais t'as intégré du coup 2000. En 2000, ouais. En 2000, et là on a la promo de 2024, et moi j'étais entre les deux du coup, et c'est vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que tu as ressenti en 2000, et c'est ce que tu es en train de ressentir maintenant. Complètement. Moi, ça fait partie. C'est plus que du ressenti. Moi, je recrute aussi des profils, des ingénieurs, etc. dans le numérique, et je vois très bien la différence en fait. Si tu veux travailler, tu as peut-être. Ah, mais complètement, hein, si vous avez un. Avec plaisir, Joséphine, on te recrute. Tu as un contact ici, et du coup, on peut. Si vous avez un dernier mot pour clôturer ce live, je vous laisse la parole. En tout cas, moi je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste bien réglementer, se poser les bonnes questions et ne pas oublier que c'est quand même nos vies et qu'on a le contrôle de nos vies quand même. Voilà. Okay. Le mot de la fin, moi je te remercie Ayoub pour avoir animé ce talk. Je remercie l'EPITA d'avoir organisé cette émission parce que ça permet de parler d'un sujet technique qui est très important. C'est le fondamental de notre métier en tant qu'ingénieur en informatique. On parle de technique, mais on est aussi des ingénieurs, on regarde aussi l'impact de la technique sur la vie des gens. C'est ce qu'on a fait ce soir avec la reconnaissance faciale. Voilà. Et puis le dernier mot, je veux remercier aussi EpiTV qui a organisé tout ça quand même, toute la technique. Donc il y a beaucoup de gens derrière les écrans, et évidemment je les remercie parce que c'est aussi un gros travail. C'est vrai. Toute l'équipe du TikTok qui sont derrière là, qui nous regardent, on vous remercie. Et les personnes qui sont en train de regarder le live avec vos questions, on vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses pendant ce live. D'après l'expérience qu'on a de notre étudiante et de notre expert Anocine et Joséphine, du coup. Et n'hésitez pas à laisser. Et je pense qu'il y a une dernière question. Il y a toujours une dernière question, c'est un rappel. Une dernière question. Donc, on va essayer de gagner un peu plus de temps, le temps qu'ils nous écrivent la nouvelle question. C'est un peu comme dans les concerts, il y a le rappel, tu sais, t'as bientôt fini, puis tu t'en vas, puis tu reviens sur scène. C'est ça, exactement. Donc c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Du coup, si vous voulez venir visiter du coup l'école, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site de l'EPITA. Il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées, et vous pouvez venir ici sur le site de Paris pour venir découvrir l'école. Et je pense qu'il y a même d'autres sites qui sont un peu plus en province. Donc n'hésitez pas, il y a 4 sites si je ne me trompe pas. Vous allez trouver toutes les informations sur le site, et n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Je pense qu'il y a un onglet contact, et posez votre question. Vous pouvez regarder le live advance jusqu'au 29 novembre, normalement, du 29 novembre. Voilà, et merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Ayoub. Bonne soirée, Joséphine.